Nous vous le disions en ouverture dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat de ce matin. Nous allons parler de l'image du principal leader dans une entreprise et voir comment cette image peut fondamentalement impacter cette organisation. Je commence par passer comme d'habitude la parole à Joseph Zambo qui nous plante le décor. Alors, parfois ici, le monde des affaires et de l'entreprise aujourd'hui est déjà suffisamment dynamique et compétitif. Et le rôle du leader dépasse déjà largement la simple gestion des opérations. Donc aujourd'hui, l'entrepreneur représente une figure emblématique pour son entreprise et son image impacte largement la culture et le fonctionnement de son entreprise. L'influence même de l'image personnelle du leader est tellement impactante parce que c'est la première relation même que les employés ont du chef ou du leader. C'est d'abord son image qu'on voit déjà. Au niveau même de l'impact de la culture d'entreprise, il est important d'avoir une certaine image parce qu'à travers qui vous représentez, on perçoit directement votre entreprise. Donc vous êtes l'image de votre entreprise et on la cerne parfois à travers vous-même. Même au niveau de l'attraction et la rétention même des talents. Les génies adorent et aiment des leaders qui vendent une certaine image d'eux-mêmes. Ils veulent partir vers celui qui est assez représentatif. Donc c'est important. Et aussi même au niveau de la gestion des crises. Lorsque quelqu'un a une certaine image, une certaine façon de communiquer, de se présenter, une façon d'être devant les gens, devant les clients, devant ses collaborateurs, on a même l'envie de vouloir l'écouter, de comprendre ses difficultés, de vouloir causer avec lui. Et il faut savoir qu'au niveau même des partenariats, un partenaire, avant de venir regarder les papiers de votre entreprise, avoir des détails techniques et stratégiques, il se réfère d'abord à qui vous êtes. Vous êtes comment? Comment vous êtes? Parfois, sachez que plusieurs de vos projets échouent à cause de ce qu'on voit de vous. Vous êtes obligé d'imposer une culture dans votre entreprise qui démarre par vous-même. Vous êtes l'exemple de votre propre projet, de votre propre entreprise. En ce moment aussi, vous dégagez un charisme et un comportement qui entraîne aussi ceux qui vous imitent, qui vous prennent pour idole ou pour modèle, de pouvoir eux aussi façonner qui ils sont. De savoir qu'un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui raconte du n'importe quoi, qui fait du n'importe quoi, qui dit du n'importe quoi et qui s'habille et se comporte et se vend d'une mauvaise manière. Ça impacte directement son activité et son rôle de leader. Merci Joseph Zambo pour ces décors plantés. On ira en profondeur avec Ibrahim. Ibrahim, c'est vrai que là, Joseph l'a expliqué, mais vous irez en profondeur. Lorsqu'on dit l'image du principal leader, ça veut dire quoi? Quand on se place, on peut te prendre en photo, c'est ça? Mais tout? Non, parfait. Il s'agit de la perception qu'on a de l'acteur qui est le leader. Warren Bennis, ce grand multimilliardaire qui réfléchissait à devenir riche, il dit que l'entreprise est à l'image du leader, du porteur de projet. Et comme Joseph le disait, toute personne, même avant de payer ce que vous vendez, vous payez vous. Ouais. Il veut savoir si vous êtes suffisamment fiable et qu'il peut vous faire confiance. S'il se rend compte que vous êtes malhonnête, même l'investisseur ne va pas venir mettre son argent sur vous. Parce que la vérité est parfaite ici, c'est que toutes les décisions qui soient stratégiques, qui soient opérationnelles, qui soient marketistes, dépendent et sont validées par le chef d'entreprise et le leader. Par conséquent, les clients, les partenaires, les leaders, une fois qu'ils s'identifient à la personnalité, la personnalité du leader principal, se posent la question, est-ce que je veux collaborer avec lui? Or, aujourd'hui, on a des leaders ou des personnes qui ne savent pas inspirer ou conduire. Si vous demandez à John Maxwell, établi en 2015, meilleur coach au monde, il va vous dire que le leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin. Lorsque vous avez des chefs d'entreprise qui ne sont pas passés, ils n'ont pas suivi le chemin, ils ne maîtrisent pas le chemin, eux-mêmes ils tâtonnent un tout petit peu, ils ne sont pas sûrs de la voie qu'ils sont en train de prendre, ce n'est pas de très bons leaders. Or, la capacité à l'idée, elle est très déterminante en entrepreneuriat. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui n'est pas performant. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui n'est pas bon. Parfois ici, qu'adviendrez-vous si vous travaillez avec quelqu'un qui, je ne veux pas le dire ça comme ça, mais qui est moins éveillé que vous. Je ne veux pas dire moins intelligent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui comprend au ralenti.
Non, personne n'a envie de se faire l'idée par quelqu'un qui est derrière lui. Il faut expliquer longtemps. Non, il faut que tu inspires. Il faut que tu montes la voix. Il faut que tu canalises. Il faut que tu encourages. Parce que c'est tout ça, le leader. Il doit motiver, il doit inspirer. Il y a ce qu'on appelle le respect naturel. C'est-à-dire que quelqu'un est tellement fort, tellement compétent que même s'il ne t'a pas payé, tu le respectes d'abord pour la personne qu'il est. C'est ça qui fait son image. Et on doit devenir aujourd'hui de véritables leaders. J'ai écrit cet ouvrage-là, La sagesse divine au service des entrepreneurs, où je parle du positionnement du leader, de la connexion qu'il y a entre lui et les différents acteurs qui travaillent avec lui. Je disais que le roi Salomon a pris la peine de dire que parmi les 4 animaux qui ont une belle allure, une belle démarche, une belle progression, il y a le lion, le héros des animaux. Cette phrase m'a marqué parce qu'il n'a pas dit le lion, le roi de la forêt, celui qui commande, celui qui tétanise, celui qui impose le respect. Non. Les gens ont établi le roi, le lion, parce que c'est le héros des animaux. Il protège et il défend tous les collaborateurs qui sont à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous êtes donc des héros? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même les enfants, même les vieillards, se souviennent de Kirikou contre Karaba la sorcière? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Superman? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Iron Man? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Aliko Dangote? C'est des personnes qui, dans leur positionnement, dans leur image, représentent des héros. Des personnes qui vont faire en sorte que dans la société, on soit bien, que ce soit au niveau des collaborateurs, que ce soit au niveau des partenaires, des clients. C'est pour ça qu'on porte toutes ces histoires de super-héros. Parce qu'on crée une image, une représentativité qui fait en sorte que les gens veulent se connecter à ces personnes, à ce personnage, à cette entreprise-là. Et si le leader n'arrive pas à se vendre ou à vendre la bonne image qu'il faut, l'image de cette personne qui va inspirer, ben, son entreprise n'ira pas très loin. Parce qu'il faut le dire pour conclure parfois ici. Oui. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites sur vous. C'est la façon dont les gens vous voient. C'est ce que eux ils disent de vous. Ce qu'on voit de vous. S'ils vous voient comme un héros, ils viendront vers vous. Ils vous voient comme un malhonnête, ils ne viendront jamais vers vous. Vous avez beau clamer que vous êtes un héros, tant que eux ils ne vous voient pas comme un héros ou un leader, un meneur d'homme, un exemple à suivre, ils ne vous suivront pas. Merci Ibrahim pour cette démonstration. Alain Douk, prenons un peu le cas des entreprises africaines, hein, et surtout les entreprises camerounaises. Lorsqu'on a suivi Joseph Zambo, on a suivi Ibrahim. Avez-vous l'impression que nos chefs d'entreprise ont compris cette affaire de l'image du leader? Est-ce que la majorité de nos leaders en entreprise donnent une image bonne de leur entreprise? Est-ce que leur image inspire respect et surtout maintenant confiance? Vous savez, le thème en lui-même a orienté le débat et c'est même un réquisitoire, un plaidoyer pour le leadership, un leadership sain. À la place de leader, on aurait pu mettre chef d'entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ici, il y a un plaidoyer pour dire changeons le paradigme d'administration et de gouvernance des hommes en entreprise. Ici, la plupart du temps, puisque tu as précisé, tu as orienté la question dans notre contexte, pour le peu d'expérience que j'ai, il y a Blériot qui a une certaine expérience, il y a les deux autres qui ont peut-être certainement plus d'expérience que moi, mais de ce que j'ai pu observer, on a moins de leaders pour beaucoup de patrons. Ouais. C'est moins de leaders pour beaucoup de patrons. C'est toi qui m'as donné mon argent pour faire mon entreprise. Donc, gars, c'est des gars. Quand j'ai créé mon entreprise, tu étais là. Non. Au nom du fait qu'il a apporté le capital, hein, pour lui, il a tous les droits sur vous. Tout à fait. Au point où il peut même vous chosifier. Il ne respecte pas la dignité humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est votre employé qu'il devient ses biens. Il a droit en tant qu'homme à un minimum de dignité. Vous devez, même comme il est votre employé, le respecter. C'est là la différence avec le leader. Le leader est préoccupé par le bien-être de son employé. À peu près ce que Ibrahim appelle le héros. Oui, justement, c'est une source d'inspiration. C'est une lumière. On aimerait marcher à sa suite. Ici, on s'en fout, hein. Parce que si on avait des leaders dans ce pays, il y a des traitements salariaux que nous n'aurions plus depuis longtemps. Ici, non, on est même dans la dynamique de la tyrannisation des rapports sociaux au sein de l'entreprise. Plus vous êtes avilé, plus vous êtes asservi, soit salarialement ou d'une autre manière, on garantit ainsi qu'en réalité, on a un certain pouvoir sur vous.
Non, le véritable leader ne peut pas se plaire dans les plaintes, en réalité, de ses employés parce qu'il s'identifie à eux. Il cherche leur bien-être, il ne cherche pas que le sien. Parce que lui comprend qu'en réalité, la véritable croissance de son entreprise dépend de l'épanouissement de tous. Lorsqu'on parle de l'image du leader, il faut que le leader se considère lui-même comme le premier produit de l'entreprise. En réalité, dans cette problématique, nous sommes dans le giron du diptyque perception-communication. Il y a une communication que vous faites au travers de votre personne, votre façon de vous tenir en public, votre façon de parler, votre façon de vous mettre, votre façon de traiter les gens, le type même de salaire que vous accordez. C'est une communication. Tout cela, c'est une image qu'on peut C'est l'image. Exactement comme avec un logo, comme le logo d'entreprise. La marque doit communiquer quelque chose dans le choix des couleurs, le choix du graphisme, etc. Vous-même, en tant que leader, vous êtes le premier produit d'entreprise. La façon dont les gens vous perçoivent détermine le type de rapport qu'ils veulent avec vous. C'est ce que les marketing appellent le positionnement. Oui. Dans l'écosystème qui est le vôtre, la société qui est la vôtre, il y a des codes moraux qui définissent le bien et le mal. Quel est votre positionnement déjà en tant que chef d'entreprise par rapport à ces codes? Est-ce que vous êtes toujours attaché au bien? Les gens regardent cela. Maintenant, au niveau de l'éthique même, c'est-à-dire que l'éthique même de la profession ou du secteur d'activité dans lequel vous êtes, parce que la plupart des gens, voilà, les métiers ont leur code, n'est-ce pas? Les codes déontologiques. Est-ce que vous êtes de ceux qui les promeuvent, les protègent, les respectent, assurent que tout le monde les respecte? Ça détermine aussi l'image qu'on a de vous. Si vous êtes le monsieur qui piétine tout le temps la déontologie, les textes sont là, la réglementation est là, vous ne la respectez pas, vos rapports avec l'État, vous faites comme vous voulez. Le jour où il y a un financement, l'État n'est pas empressé quand même, en tout cas un État sérieux, n'est pas empressé de dire orienter les financements de ce côté-là, orienter les bailleurs de fonds du côté de ce monsieur, jamais. C'est un hors-la-loi, il ne respecte rien, il ne fait pas les choses selon les canons. Vous tuez. On va le zapper. Voilà, on le zappe. Merci Alain. Donc Pierre Blériot, l'image du leader et celle de son entreprise sont-elles étroitement liées? Ok, parfait. Ici, dans une entreprise, il y a deux leaders. Oui. Il y a deux leaders. Il y a le leader institutionnel et le leader opérationnel. Dans une entreprise, par exemple, comme celle-ci, le leader institutionnel, c'est le PDG. Et le leader opérationnel, c'est le DG. C'est-à-dire, c'est lui qu'on voit au quotidien. Maintenant, dans la réalité camerounaise, il y a des leaders institutionnels qui effacent les leaders opérationnels. Ils les effacent tout simplement parce qu'ils veulent exister. Normalement, dans une structure, c'est le leader opérationnel qui doit vendre l'image. Parce que le leader institutionnel va chercher quelqu'un. Il dit, je veux telle image. C'est vous qui projetez ces images. Je veux prendre l'exemple de la plupart. Alain Douk a fait une singerie là. Est-ce que tu m'as donné mon argent pour... Bon, en général, celui qui a l'argent ne peut pas être l'image de l'entreprise. S'il veut être à tout prix le leader, il va tuer le leader opérationnel. Première chose. Deuxième chose, j'ai été souvent directeur des ressources humaines ici ou là. Dans une entreprise, lorsqu'on cherche un leader opérationnel, tout le monde n'est pas candidat. Hein? Il y a toujours ce qu'on appelle une short list. Vous savez, j'étais dans une boîte quelque part, nous étions plus de 300. Mais quand on cherchait un DG, on savait qu'il n'était pas plus de 5 candidats. Tout à fait. C'est pas parce que vous êtes nombreux. Là-bas, vous allez dire, non, c'est pas tout le monde qui peut être désigné leader opérationnel. Ça veut dire donc que le leader opérationnel a au moins deux qualités. Dans le domaine qui est le sien, il fait partie de ceux qui maîtrisent le plus. Et c'est pour cela que Ibrahim disait qu'il est difficile d'avoir pour chef quelqu'un qui maîtrise de loin moins que vous. Ça va rendre les rapports un peu difficiles. Parce que si vous suggérez quelque chose à celui qui est le leader et que vous vous rendiez compte qu'il a fait autre chose et que cette autre chose n'a pas marché, par la suite, ça va complexifier vos relations. La deuxième chose, c'est que le leader n'est pas seulement quelqu'un qui incarne des connaissances. C'est ça le grand mal aussi dans nos entreprises. On a souvent mis des gens très savants à la tête des structures, mais
qui n'incarnaient pas une certaine moralité. À côté de ça, donc, le leader, c'est quelqu'un qui porte toute la structure, y compris les problèmes extra-professionnels. On aime bien arriver le matin et savoir que le DG nous procure de la joie et non de la peur. Si le leader opérationnel n'inspire pas ces autres valeurs, même ses qualités intellectuelles vont être diluées. Vous connaissez plein de chefs qui ont été, surtout dans des domaines comme celui de la communication, je l'ai souvent remarqué. Vous savez, pour trouver un chef de journaliste, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si on dit aux journalistes, désirez-vous un chef? Certains iront vers l'idée que tel, en matière de journalisme, est très calé. Mais c'est ça l'erreur aussi. Il ne doit pas être seulement calé en journalisme. Il doit être calé en management. Parce que s'il est celui qui écrivait de très bons papiers et qui est incapable, par exemple, de savoir que quand l'argent entre, on le redistribue. On dit que il n'a pas de bonne qualité humaine. Oui, il est le chef de tous les journalistes du Cameroun. Quand l'argent entre, il le prend pour lui seul. Est-ce que les autres journalistes vont l'aimer? Non. Ils vont dire que bon, tu as beau être celui qui écrit très talentueux, de très belles chroniques, vraiment. Et c'est pour cela qu'on a vu de grands leaders dans d'autres domaines tomber parce qu'il leur manquait les atouts du management. Donc le leader, il doit être quelqu'un de consensuel. C'est pour je sors par là. Vous savez que dans certains corps, on vote. Ouais. On vote. Et je vais même vous dire jusqu'au niveau universitaire en France. Les doyens de faculté sont votés par les professeurs titulaires et les maîtres de conférence. C'est eux qui s'asseyent. Même le président de l'institution est voté. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce n'est pas seulement ses qualités. Il doit déjà avoir le niveau requis. C'est-à-dire que parmi vous les journalistes, c'est les journalistes du niveau de parfait ici qui vont être candidats. On ne va pas prendre, je ne vais pas citer non, on ne citera pas les noms. Oui. De toutes les façons, on ne va pas prendre tout le monde. Parce que si on prend tout le monde, ça va faire des ordres. Mais parmi vous également, on va commencer donc à tamiser. Est-ce que celui-ci, il a d'abord déjà géré? Quand il gère, qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Ces qualités vont faire. Et vous savez, moi j'étais quelque part. Nous arrivions souvent à une shortlist de 3 personnes dans une entreprise de 500 personnes. C'est dire que on ne peut pas contester que vous ayez ces qualités-là pour être leader. Mais maintenant, il va bien falloir choisir. L'autre dernière qualité, le leader, c'est aussi quelqu'un qui sait s'effacer. Quand votre heure n'est pas encore arrivée, il faut accompagner celui qui est leader. Cela montre que vous êtes on ne sera pas un grand chef si on n'a pas été quelqu'un de bien obéissant. Celui qui empêche au leader de travailler ne pourra pas bien travailler à son tour. Il faut le savoir. Si vous bloquez le travail du leader actuel parce que vous pensez être plus leader que lui, quand votre tour arrivera... Peut-être d'où la maxime Blériot. L'humilité appelle la gloire. Précède la gloire. Oui, non, le moment venant, on va dire, comme tu es passé, passe, va devant. Maintenant, on va t'aider à tomber. Merci. Lisons ces nombreuses préoccupations et surtout contributions des téléspectateurs. Bonjour à tous sur le panel en ce matin. Dans une entreprise, il y a 3 ressources. Ressources matérielles et financières. Je précise que c'est un message qui nous vient du Canada. Il continue en disant ressources immatérielles. Les employés qui... mais entre parenthèses, qui est ressource la plus difficile à gérer, d'où le rôle d'un leader clé ayant des programmes, même si possible, d'équité et d'inclusion, afin d'éviter les plafonds de verre, et la ressource temps, qui est une constante. C'est Vianney Ngounou, un banque à Montréal. J'avoue que Vianney, votre message n'a pas été très bien rédigé. Il ne ponctue pas. Voilà. C'est comme Héraclite. Vraiment. Alors, bonjour parfait à ici, à ton riche panel et aux nombreux téléspectateurs. J'ai juste, de mon point de vue, envie de dire que les entreprises au Cameroun ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires à être considérées comme telles, parce que généralement dirigées par des gens qui inspirent plus la peur que l'éthique dont ils se revendiquent. C'est vrai quand même aussi que pour les mentalités aussi des Camerounais, si vous ne faites pas aussi peur, ça va être compliqué, vraiment. Parce que vous avez des gens têtus, on dit que vous dites A,
Lui dit B. Et il constitue comme le meneur de la rébellion en entreprise. Bon, pas faire peur, mais de telles situations, puisqu'on va en parler, il faut les régler. Hein. Quand vous avez un mauvais pion, il faut le régler. Comme ça, vous continuez le travail. Alors, on prend d'autres préoccupations. Quelques problèmes avec notre messagerie, hein, et pourtant les messages arrivent. Alors bonjour mon frère, je suis dans le même problème de marché public depuis 3 ans aujourd'hui. C'est toujours la même chanson. Il n'y a pas l'argent. Je suis prestataire. Il a donné le nom d'une structure, c'est Omer depuis Douala. Alors, nous allons chercher les messages qui parlent de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Et nous partons au plus 33. C'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour monsieur Haïssi et toi, parfait. Un mauvais manager est encore appelé manager toxique. Dans bien de cas, il est superviseur dans les actions. Comportements et décisions ont un impact négatif sur les salariés. De ce fait, le climat de travail et le rendement est contre-performant. Au Cameroun, ce type de manager pilule. À titre d'exemple, j'en connais qui musellent leurs employés à travers la sexus domination, en arrachant les femmes des employés et en soumettant les collaboratrices. C'est Dr Fabio Tama. Docteur, il faut me donner le nom de ce leader. Dans la fourmilière. Ah bon? Alors, bonjour à toi grand frère. Pour ma contribution, je dirais que oui, l'image du principal leader impacte fondamentalement son entreprise et cela à plusieurs niveaux. Il dit 1. Crédibilité et confiance. Un leader perçu comme intègre, compétent et cohérent renforce la confiance des clients, partenaires et investisseurs dans l'entreprise. 2. Culture d'entreprise. Le style de leadership influence directement la culture interne, valeurs, ambiance de travail, niveau d'engagement des employés. 3. Réputation de la marque. Le leader devient souvent le visage public de l'entreprise et ses prises de parole ou comportements peuvent renforcer ou entacher l'image de la marque. Attractivité. Une image forte et positive attire des talents, des opportunités d'affaires et des soutiens financiers. 5. Enfin, résilience en période de crise. Un leader respecté peut rassurer et mobiliser en cas de difficultés, ce qui peut faire toute la différence pour traverser les turbulences. C'est Harold depuis Douala qui envoie cette préoccupation, ou surtout cette contribution. Alors, Joseph Zambo, c'est la dernière ligne droite de ce programme. Hein. Je pense Blériot qui est revenu sur un aspect tout à l'heure, la moralité du leader. Si vous avez un leader en entreprise qui brille par des comportements répréhensibles, qui harcèlent les filles en entreprise, par exemple, quelqu'un en parlait tout à l'heure, est-ce que l'image de l'entreprise ne peut pas subir un sérieux coup? Non, elle est directement touchée parce que quand on parle même d'un leader, il y a des qualités qu'on ne doit pas trouver auprès de cette personne. Il y a des qualités qui font de vous un leader. Vous voulez peut-être dire qu'il y a des qualités qu'on doit trouver. Il y a ce qu'on doit trouver, des ce défauts. qu'on ne doit pas trouver. Peut-être donc maintenant les défauts. Il y a des défauts, voilà. Donc maintenant, un leader qui déjà n'a pas défini ses valeurs. Si tu dis que tu es un leader, il faut définir tes valeurs, avoir une clarté sur tes valeurs, une vision claire, avoir une communication efficace, savoir quoi dire, comment le dire pour que les choses fonctionnent, être exemplaire par ton comportement, être un modèle auprès de ceux qui sont autour de toi, avoir des responsabilités bien précises, faire un développement personnel de ta personne, être professionnel. C'est des petites choses qui vous rendent leader. Mais quelle valeur vous avez si vous sortez avec vos employés? Une petite fille qui vient faire un stage, quelque chose, tu es déjà derrière avec elle. Si quelqu'un va avoir un poste, il faut d'abord des trucs comme ça. Quelle valeur? Bon, et que pensez-vous de ces leaders qui ont épousé leurs anciens employés? Bon, je ne refuse pas que c'est possible. Vous en connaissez quand même. Au Cameroun, il y en a. Je ne refuse pas que vous pouvez vraiment tomber amoureux de votre employé. Mais il y a donc une façon de régler ça. C'est parce que si c'est que vous avez aimé, je dis bien, où il y a des hommes et des femmes, il peut exister un amour vrai.
mais vous l'épousez. Et le jour du mariage, vous faites On ne venir connaît les employés. pas d'abord l'amour qui va conduire au mariage. Mais je dis, quand on veut bien C'est faire... quand tu vois un amour, tu sais que celui-ci va conduire au mariage ou non. Bon, Non, donc je dis ceci, si un patron Mm. dit qu'il est vrai, je dis, si un patron dit qu'il est vrai dans une relation qu'il va entretenir avec son employé, ce n'est pas pendant les heures de pause qu'il enferme la demoiselle dans son bureau. Hein? Ce n'est pas pendant que, aux heures de boulot, tu l'appelles, vous partez dans des hôtels. C'est pas ça. Et ça, c'est ce que les patrons font, des trucs comme ça. Et Enfin, disons certains patrons. Certains, et c'est pas bien. Mais je dis, si c'est que, en réalité, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Mais si jamais ça se fait, il faut faire les choses bien et que ce soit clair à tous que voilà, le boss est tel, voilà, les familles se connaissent, tout est réglementé et puis vous développez donc une façon à laquelle vous devez travailler pour que ça ne dérange pas les autres collaborateurs. Qu'on ne dise pas que comme il faut qu'on soit tous les femmes du boss pour que nous soyons des privilèges, en ce moment, ça devient problématique. Très bien. Ibrahim, est-ce qu'on apprend à être leader ou bien on est leader? Je vais répondre à cette question. Mais avant de répondre à cette question-là, Je vais t'inviter. non, je vais inviter au débat avec Joseph. Au débat du harcèlement en entreprise. Non. Vous avez entendu parler de Travis Kalani? Non. C'était l'ex-PDG de Uber. C'était le leader opérationnel. Ok, je vais plutôt oublier le manager, parce qu'il y a une différence entre un leader et un manager. Et donc ce monsieur-là, il aimait mettre les gens sous pression, harcèlement, c'était lui puisqu'il était visible, c'est lui qui détenait tous les pouvoirs, il draguait à gauche, il draguait à droite, disant qu'il ne connaît pas l'amour qui va aboutir au mariage, etc. Et pendant qu'il était en train de faire ça, à un moment, l'image de son entreprise a pris un sérieux coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Les investisseurs de Uber ont demandé sa démission. Oh là là. Donc, je vais inviter Les actionnaires. Oui, les actionnaires ont dit, Ils sont les vrais patrons. Ils sont en train de saper l'image de notre entreprise. Et ce sont les vrais Il ne faut patrons. pas que les leaders, les managers ou les leaders opérationnels qui sont à la tête des entreprises croient qu'ils ont tous les pouvoirs pour draguer toutes les femmes de tout le monde, se disant qu'on ne connaît pas l'amour qui mène au mariage. Les investisseurs vont demander votre démission. C'est ce que je veux d'abord dire. Voilà un cas de figure illustratif. Alors, est-ce qu'on est leader? C'est que tu es en train de dire là, tu es en train de toucher beaucoup de gens. Et beaucoup t'en veulent dans les bureaux. Non, moi je... Est-ce qu'Ibrahim est obligé de dire ça comme Ah, ça? moi- C'est qu'il met trop d'emphase. Donc, non, est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on devient Est-ce qu'on leader? devient leader? Est-ce qu'on apprend à être leader? Ou alors on est leader? Alors, il y a des gens qui naissent avec des aptitudes, des capacités de leader. D'abord, il faut différencier un leader, je vais dire, un leader d'un manager. Le manager, c'est cette personne qui est à la tête d'une structure, qui manage les choses. Il a fait management à l'école, il sait comment on manage une structure. Mais cela ne fait pas automatiquement de lui un leader. La définition ou le mot, quand tu veux représenter le leader, c'est influence. La personne qui a la capacité d'influencer. Vous pouvez arriver parfois ici dans une entreprise où on a nommé, je vais dire ça comme ça, quelqu'un à la tête de l'entreprise, on fait une réunion, il parle et tout le monde le regarde. Il a la fonction, il est le DG, mais il parle, tout le monde prend la tête, on jette peut-être chez Blériot comme ça qu'on attend ce que Blériot va dire. Parce qu'il y a un monsieur là qui n'est pas directeur de cette entreprise, qui est là depuis un certain nombre de temps, que tout le monde aime écouter, c'est-à-dire que si lui part à gauche, qui est crédible, c'est-à-dire que lui, il a la capacité d'influencer la masse des personnes qui sont là. Un cas Voilà qui donc regarde, un leader. c'est le leader là-bas. C'est comme moi je dis souvent aux chefs d'entreprise qui arrivent nouvellement dans une structure, c'est quand tu t'assois là, regarde d'abord qui est le leader de la troupe là, et puis prends-le, mets de ton côté. Quand tu as mis le leader de cette troupe de ton côté, les autres vont te suivre. Et il ne faut pas toujours aller bagarrer avec le fait que pourquoi est-ce qu'il faut d'abord que le type là parle pour qu'on le suive. C'est un leader naturel. Maintenant, il y a des compétences de leadership qu'il faut avoir. Parce que justement, la différence qu'il y a entre le manager et le leadership, et le leader, c'est qu'il y a une dimension, on l'a évoqué ici, comportementale. L'empathie, l'écoute, l'éthique, la négociation. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est désagréable. On aime être avec lui. Vous pouvez être très technique, très opérationnel, mais on n'aime pas être avec vous. On n'aime pas quand vous apparaissez devant les gens. Ce sont des compétences qu'il faut renforcer. Et je l'avais dit ici une fois sur le plateau, les compétences interpersonnelles comptent à 60% dans la réalisation de ses objectifs. Les compétences techniques du manager, là, je sais recevoir une correspondance, répondre à la correspondance, gérer tel dossier, envoyer ceci, ça ne compte qu'à hauteur de 30%. Et l'une des problématiques qu'on a justement au Cameroun, c'est que
Bon, on n'a même pas d'abord beaucoup de managers. On a des personnes qui se sont lancées en entrepreneuriat. Des patrons. Voilà, on a des patrons. Et après, on a des managers. Mais après, maintenant, il faut avoir des leaders. Et je crois qu'il y a 2 ans de cela, j'étais à un sommet. Le sommet des managers en mission, il y avait 524 personnes, 24 pays représentés. Et on a fini le sommet des managers, on parlait des missions opérationnelles des entreprises. On a posé la question aux 524. C'était avec Marie-Claire Ribali. Alors, la thématique de la prochaine édition, c'est quoi? Ils ont dit leadership. Parce qu'ils avaient des managers, mais ils n'avaient pas de leaders. Et il faudrait que ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le leadership, ceux qui ne connaissent pas comment est-ce qu'on fait pour développer ces capacités de leadership, puissent les développer afin d'inspirer même les collaborateurs à les suivre. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les employés n'aiment pas suivre que les managers. Ils suivent les leaders. Il y a même une statistique qui a démontré en France que 80% des employés démissionnent, pas à cause de l'entreprise, mais à cause du leader qui est placé là. Celui qui a la tête. Et là, c'est un mauvais leader. C'est 80% peuvent y démissionner. On a étudié, c'est-à-dire pourquoi tu veux démissionner. C'est le monsieur là. C'est le monsieur là. C'est le monsieur là. Ça, c'est une personne, on dit 2, 3, 100. Ça devient quand même. Tu veux prouver. Donc, franchement, les managers doivent revoir leur comportement. Alain Douk, c'est la preuve de ce que c'est bien beau d'être à la tête d'une structure, mais il faudra encore avoir un certain nombre d'atouts, un certain nombre d'éléments. Est-ce que nos patrons au Cameroun ont compris cela? Ou alors, il faut simplement avoir un bon pactole. On ne sait même pas comment tu as fait pour l'avoir. Et tu as une structure, et tu deviens leader, tu deviens manager, tu deviens patron, tu deviens tout. Non, non, on n'est pas préoccupé par le leadership. On est préoccupé par le patronat. Être capable d'avoir des gens à qui on donne des ordres. À qui on donne des ordres, ils s'exécutent, ils vous produisent et vous devenez plus riche. C'est le plus important. Tout le reste passe à côté. Or, justement, c'est ça la différence entre le manager et le leader. Le management peut être froid. Le leadership, lui, à contrario, est chaleureux. Il repose sur des valeurs et des facultés humaines. S'il n'y a pas ça, ça fait toute la différence. Or, l'entreprise, regroupe des gens, c'est une unité sociale. Alors, si vous n'avez pas des qualités humaines requises au-delà des techniques et des compétences purement académiques, administratives, pour mener à bien les hommes, l'atmosphère sera dispendiée. On a pris tout à l'heure l'exemple du harcèlement sexuel. Vous faites la cour à l'employé. Bon, imaginez, elle n'est pas d'accord. Pour X ou Y raison. On gère comment, puisqu'elle n'est pas d'accord, en tant que gouvernant de l'entité? Vous prenez ça comment, le fait qu'elle dépend de vous, je sais pas moi, salarialement, et là elle vous dit non. Parce que voilà où commencent tous les problèmes. Tout à fait. Vous commencez donc maintenant à mettre une mécanique de la répression, du harcèlement, ça va dispendier l'atmosphère. Il faut martyriser l'employé. Vous martyrisez l'employé. Il faut l'humilier. Vous l'humiliez, c'est une injustice. Et les autres. Et à un moment donné, même vous la licenciez, si c'est le cas d'une femme. Voilà, les licenciements abusifs. Et ici, dans notre écosystème, la plupart du temps, les patrons ont toujours raison parce qu'ils ont l'argent. Même les inspecteurs du travail sont toujours à la bonne, etc. Il suffira qu'on glisse une enveloppe de ci ou de ça dans un contexte de corruption pour qu'on fasse comme si on n'avait pas vu, etc. Bon, fort heureusement aussi, il y a quand même certains cas qui prospèrent. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte quand c'est établi que ce qui est en train de se passer, c'est un abus. Il faut porter plainte et laisser la justice à un moment faire son travail. Mais vous voyez que finalement, ça rend un écho. Elle va parler. Pour celle qui ose, elle va parler, au moins dire, ou alors à tout le moins, les autres employés vont voir ce qui se passe par moment, etc. Ça va donc ternir l'image de l'entreprise. Parce qu'il n'y aura même pas que votre image qui sera ternie, avec vous, votre entreprise, l'image même de marque de l'entreprise, etc. Tout va aller en vrille. Et justement, les hommes aiment rester là où on les respecte. Là où ils sentent qu'ils sont traités humainement. Quand ça ne va pas, ben, des gens vont commencer. Vous êtes là, vous pensez que les gars sont avec vous. Or, ils commencent à évaluer d'autres offres ailleurs, ou d'autres choses. Voilà, les gens commencent à partir, etc., etc. C'est vrai que dans notre contexte, on va vous dire le travail est dur, etc. Ah, c'est même pas évident d'en avoir un. Parfois, les gens restent donc sous ce joug d'asservissement. On se dit, faisons des concessions. Le patron devient l'époux informel de X ou Y. Il passe tout le monde à tabac, à casserole. C'est aussi ça le Cameroun, on fait avec. Donc, on a une expression, hein. On va faire comment? On va faire comment? Comment on va faire? Parfois même, si vous partez d'une entreprise parce que vous aviez ce genre de problème, vous serez très surpris
qu'au quartier, c'est même un frère qui te dit toi aussi. Si, pourquoi tu as dérangé? Que possible peu, toi Et son aussi. démissionne encore pour ça. Voilà. Alors, Pierre Blériot, est-ce que certains qui dirigent les entreprises ne doivent pas être formés, surtout lorsque nous parlons de l'image de cette entreprise? Est-ce que ces patrons comprennent même ce qu'on met dans l'image de son entreprise? Ben, tout le monde devrait être formé, les capacités devraient être renforcées. Je me gossais bien lorsque j'ai entendu des gens dire qu'il y a le harcèlement sexuel. Oui. Mais il vous a échappé à l'Inde on ne harcèle pas que les filles aujourd'hui. Oh, c'est très rare. donc ça a évolué. Je ne vais pas prendre le couloir là, Bon, alors, donc les filles ne sont plus les seules victimes. Ah bon? Avant, on savait Mais comment que... faire pour harceler un homme? Oui, mais comme on harcèle les filles, Et qui c'est-à-dire que harcèle les même hommes? jusque dans les Ce établissements... sont donc les filles de Non, l'entreprise qui harcèlent les hommes harcèlent les hommes. Ah donc les hommes d'entreprise harcèlent les hommes de Les hommes, l'entreprise? oui, oui. C'est-à-dire que Attends, vous parlez du vous Cameroun? plaisez à, entre guillemets, il y a une sorte de satanisme qui se développe maintenant. Votre patron vous dit que vous me plaisez. Un homme de l'entreprise? Oui, oui, vous êtes beau. Et vous êtes beau. Et il vous tapote les fesses. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc, bon, ça c'était en passant. Ça arrive donc qu'on transforme l'entreprise. En fait, il y en a même qui créent leurs entreprises pour avoir de la facilité à avoir des proies. Ah bon? Oui, 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 les proies de tout genre. Tout le monde devrait être formé. Les promoteurs, moi je n'appelle pas un promoteur d'une entreprise leader. Ce qu'il a à la base, c'est qu'il est promoteur. Si par enchantement, il est en même temps un leader, il peut assumer les deux. Mais il est à la base un promoteur. Il doit donc prendre des gens qui ont des qualités de leader. Et les qualités ne sont pas définitives. Il faut quelquefois s'adapter. Il faut se réajuster. Et quand vous arrivez, moi je conteste, par exemple, souvent dans les entreprises, le fait de prendre quelqu'un extérieur à l'entreprise et de lui donner tout de suite le leadership. Ça pose des problèmes. Nous sommes en Afrique. Ça pose d'abord des problèmes de la gestion du personnel que vous avez en interne. C'est-à-dire que les gens en interne ne comprennent pas qu'ils aient gravi toutes les marches. Parce que quand vous cherchez un DG, il y a quand même des anciens directeurs, des anciens chefs qui ont évolué. Celui qui vient de l'extérieur aura de la peine à comprendre d'abord l'environnement humain. On ne dirige pas les gens qu'on ne connaît pas. On dirige les gens qu'on connaît. Et se connaître là veut dire quelque chose. Alors, il y a quand même ceci, Blériot. Ouais. Parce que vous êtes en train de toucher un point très important là. Il peut aussi arriver que le promoteur d'une entreprise lui-même regarde vraiment son personnel. Et lui-même sait que vraiment, il n'y a personne ici. Il n'y a rien il n'y a personne qui peut être le DG. Je prends ce cas-là pour être plus concret. Il peut donc faire venir un monsieur qui a de l'expérience ailleurs, qui a été DG peut-être dans 2 structures, dans 3 structures de la même catégorie, et dit, je fais de lui mon DG. Parfait, vous venez de prendre un exemple important mais très grave. Si le promoteur voit dans son entreprise qu'il n'y a personne, ça veut dire que ce n'était pas encore une entreprise. Je préfère vous le dire. Et Dieu sait, au Cameroun, il y en a. Bien sûr, on reconnaît donc que maintenant, il veut entrer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'une entreprise suppose qu'à certains postes essentiels, il mettait des gens qui avaient le profil. Si depuis lors, donc, il ne l'a pas fait, ça je comprends qu'il y a des structures comme ça, il doit donc recommencer. Et dans ces cas de figure, les employés eux-mêmes n'ignorent pas qu'ils n'ont pas le profil. Hein. Ils n'ignorent pas parce que si tu allais prendre les cueilleurs de vin au village, tout ça parce que tu voulais quand même commencer. Parce qu'il faut commencer. Alors, eux-mêmes savent. Donc, ils ont besoin d'être formés. Mais ça, c'est des cas marginaux. Je prends le cas d'une entreprise normale. Ouais. Parfois, ici, tu ne peux pas me dire, sans publicité, que MTN cherche un DG. Et il n'y a pas un profil. Et il n'y a pas de profil dans tout MTN. Au Cameroun, par exemple, il va falloir aller chercher un Burkinabé. Un Burkinabé. Ça va créer une blessure. La blessure que ça va créer, c'est ce que je voulais faire voir, c'est que ceux qui sont opérationnels à des postes importants vont vous aider à échouer, quelles que soient vos qualités. À cause de la blessure. Je sors un peu des entreprises, allez dans les partis politiques. Vous croyez que des gens qui ont milité depuis 25 ans, depuis 40 ans, sont prêts de voir que le nouveau président du parti, c'est quelqu'un qu'on est allé prendre, qui a démissionné de son parti.
et qui est venu dans notre parti et qui sera présenté comme notre candidat à la présidentielle, non. Ils vont vous dire que non, non. Nous ne militions pas pour Nyemek. Donc, c'est pour cela qu'il faut éviter les frustrations au sein des entreprises. Il faut que les promotions suivent la qualité de la progression même des personnes qui sont en entreprise. Donc, je m'excuse. Oui. Vous avez posé une autre question. Si on naître leader ou on le devient, il y a de tout cela. On peut avoir des prédispositions, on peut ne pas en avoir. Mais s'orienter à être un dirigeant, vous savez parfois ici, il y a des gens qui ont appris à faire des choses parce qu'ils voulaient diriger. Ça, le génie, c'est 90% de transpiration, 10% d'inspiration. Il faut arrêter de dire que je suis né comme ça. Si tu n'as pas appris, il faudra bien apprendre à un moment donné. Tu ne peux pas diriger de grosses structures parce que tu sens que tu es né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. La naissance a ses limites. On ne peut pas toujours être dirigé par... À un moment donné, il faut apprendre. Il faut apprendre, bien sûr. Merci. Hein. Alors, allons rapidement du côté du Maroc. C'est le 212, hein, je pense. Le 212, c'est le Maroc. Ou bien c'est la Tunisie. Il y a pas non, le la Maroc. Tunisie, c'est 16. Donc, le 212, c'est le Maroc. Alors, bonjour. La Mauritanie, 12. Allons-y. Bon. Bonjour à ici et toi, d'Albert Parfait, le CNC de la modération. Pourquoi vous êtes même comme ça? Les gens sont taquins. Vous êtes tellement taquins. Alors, il continue en disant... Je t'accueille comme ça à chaud. Tu te rappelles de la scène d'Antiroukou où les villageois criaient « L'eau, l'eau est revenue, l'eau est là ». Tu t'en rappelles? Nous aussi, téléspectateurs, on dira « Parfait, parfait, est revenu. Parfait, parfait, est là ». Alain Doc, bravo pour ta titularisation. Tu l'as mérité. Tu as quitté le camp des remplaçants et te voilà titulaire. Faudra nous surveiller, Nyemek, d'accord? J'espère que tu... Il dit que j'espère que tu as prévu le Namungwan. Ouais, le Namungwan. Le Namungwan, c'est le mets de pistache. Oui. Alors, il continue. Hein, tonton Adalbert, j'ai une requête à vous adresser. C'est jeudi sorcellerie. Serait-il possible d'aborder le sujet évoqué dimanche par le professeur Wenangimi, la théologie de l'inculturation? Franchement, nous téléspectateurs sommes restés sur notre faim. Je trouve que sur libre expression, il est beaucoup trop tendu. Espace Miné va le déstresser un peu. Avec Alain Doc et Nyemek, on aura un 10 sur 12 au panel relevé. Avec, pensez-y s'il te plaît. I love you. Pour chuter, voici la sagesse du jour. Et elle est pour le polygame junior Alain Doc. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Timothée 4, 7, 8. Encore bravo et merci à toi, parfait. Que Dieu te bénisse abondamment. Ton concepteur d'idées et stratégies agrégé du 212, c'est le Maroc. C'est la guerre. Merci, hein. Merci à ce concepteur d'idées et stratégies, hein, agrégé. Très bon message. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Hein. Hey. Cette mauvaise nouvelle, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Déjà. Merci à Joseph Zambo qui était là ce matin. Merci à Alain Doc en attendant le Namungwan. Merci à Pierre Blériot. Merci à Ibrahim. Ne ratez surtout pas, comme d'habitude, la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Mais une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?